Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2008, j'ai été nommée au comité d'éthique du CNRS. Bon, j'ai pas candidaté, hein, c'est une nomination et on n'y peut rien. Donc voilà, j'ai accepté d'en être. Mais je me souviens très bien, j'avais mis une condition. J'avais dit, je ne m'intéresserai qu'à des problèmes éthiques solvables internes au CNRS. Et par chance, j'ai une collègue de l'école de physique-chimie, Laurette Tuckerman, que vous connaissez peut-être, qui m'a signalé qu'elle, chercheur CNRS, n'avait plus accès aux revues Elsevier parce que l'école de physique-chimie où elle était avait refusé l'abonnement. Ça coûtait trop cher, ils ne pouvaient plus payer. Mais Elsevier avait eu le culot d'aller trouver le CNRS, de demander au CNRS la liste des chercheurs CNRS qui étaient physiquement à physique-chimie pour couper les accès. Alors que le CNRS, à l'époque, payait 4 millions par an pour les revues d'Elsevier. Alors là, j'ai dit, bon, je tiens mon problème éthique. Voilà. Alors, à l'époque, je connaissais absolument rien, hein, parce que le chercheur de base, et vous verrez, beaucoup de nos collègues, on est trop débordés de travail. Aussi longtemps que nos articles sont publiés, on ne veut pas savoir comment. Quand on signe, on veut que l'article soit publié le plus vite possible, on signe sans lire naturellement la feuille de papier, etc., etc. Donc, j'étais comme le chercheur de base, je ne savais pas comment ça marchait, je ne veux pas chercher à le savoir. Donc là, j'ai fait une enquête. La première chose que j'ai faite, c'était d'aller voir, il y a des lawyers, comme on dit, des juristes au CNRS qui sont pour nous conseiller quand même a priori. Je vais les trouver avec une série des copyright agreements en leur demandant, en leur expliquant, moi je mets ça sur mon site web, j'ai signé le copyright agreement, quel risque je cours ? Voilà. Et là, ils m'ont répondu, non, je ne peux pas vous dire, nous, on connaît la loi des brevets, on ne connaît pas le copyright, parce que votre copyright vous appartient à vous, chercheurs en propre. C'était grave. Je veux dire, mon employeur qui me force à publier au maximum, parce que c'est comme ça que je suis évaluée, en même temps, il se fiche que je dois signer le copyright agreement, et en signant le copyright agreement, je donne la possession légale de mon travail, parce qu'un article, qu'est-ce que c'est ? C'est du texte. Bon, souvent des équations, des figures qui peuvent être des simulations numériques qui ont coûté très cher, et des tables de données. Eh bien, quand vous signez le copyright agreement, vous donnez la possession légale de tout ça. Par exemple, si j'écris un autre article et que je veux réutiliser une figure dans un autre article, je n'ai pas le droit, parce qu'elle ne m'appartient plus légalement, elle appartient à l'éditeur, au publisher. Voilà, donc j'étais choquée qu'on n'avait pas de soutien du côté CNRS. J'ai pris un juriste de droit d'auteur français, privé, et je lui ai demandé d'étudier la question. Et il m'a dit, je vous le dis, j'essaie de le dire très vite, en loi américaine, en loi du copyright, je suis en faute. Et comme la majorité des revues dans lesquelles je publie relèvent du copyright, je suis en faute. Mais il faut naturellement déjà que le publisher me poursuive. Et s'il me poursuit, je suis condamnée aux États-Unis. Mais après la mise en application en France, je prends un juriste français et en loi française, le copyright agreement que vous signez n'a aucune valeur. Parce que c'est toute la différence entre droit d'auteur et droit du copyright. C'est des traditions qui sont vraiment très très différentes. Le copyright agreement qu'un chercheur signe, c'est assez hallucinant. Souvent on écrit des articles avec plusieurs chercheurs. Il suffit qu'un des chercheurs le signe pour que ça engage tous les autres. Et engager les autres, ça veut dire que ça donne le copyright pour toute la durée de vie des auteurs, plus 70 ans après sa mort. Ça couvre plus d'un siècle. D'accord ? Donc pendant plus d'un siècle, ça leur appartient. Et donc en loi française, ça n'a pas de valeur, parce qu'en loi française, vous gardez toujours le droit moral, c'est plus compliqué, vous avez la notion de droit moral et de droit patrimonial, et surtout, le copyright agreement qu'on vous fait signer n'est pas un contrat. C'est en droit français, ça doit être un contrat, c'est-à-dire que la partie en face doit signer, ce qui n'est jamais le cas, et il doit y avoir compensation, c'est-à-dire qu'on doit être vraiment payé pour ça. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais on les poursuit pour contrefaçon. Je veux dire, le jour où ils veulent vraiment nous faire la guerre, on prend des lawyers français, on applique le droit français, parce que c'est revendu à mon employeur, le CNRS, qui est de droit français. Je travaille sur le sol français, je suis chercheur français, donc j'applique la loi française. Et la loi française, c'est illégal, donc je leur demande d'annuler toutes les publications que j'ai, de détruire tous les numéros dans lesquels j'ai mes publications, et on les poursuit pour contrefaçon. Voilà. Bon, il faut des très bons lawyers, et comme eux font beaucoup de bénéfices, ils ont des très bons lawyers. Moi, le CNRS, ils en avaient quelques-uns spécialistes de brevets. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Ah oui, une chose que je voulais vous dire. Donc, je me suis mis à réfléchir à ces questions de comment ça se passe.
Mais il y a quelqu'un qui m'a rendu un service absolument énorme et qui, sans le savoir, il a déclenché beaucoup de choses. Il est dans la salle, par hasard, on ne s'était pas donné le mot, c'est Jacques. Parce que Jacques l'a fait. Je suis allée le trouver, je faisais une enquête sur comment fonctionnent les abonnements, comment les éditeurs, les publishers négocient les abonnements. Un chercheur ne le sait pas, ça. Et Jacques m'a raconté le cas de la négociation entre Elsevier et l'Université Paris 6, UPMC, et il m'a donné des détails vraiment qui m'ont appris plein de choses. Et je lui ai demandé le service, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais l'écrire toi-même et le signer? Parce que là, c'est un témoignage de première main, c'est plus fort. Et il l'a fait. C'est l'annexe 3 qui est dans l'avis du comité d'éthique. Et alors ça, vous le trouvez sur ce site. Donc vous allez... Alors là, c'est un site un peu caché. Donc vous prenez le site Wavelets, mais vous ajoutez boycott Elsevier. Ça, Google ne le trouve pas, ça. Et ensuite, vous avez toute une série de pages. Et vous allez dans la page Marie Farge, avis d'éthique CNRS. Et l'annexe 3... c'est le témoignage de Jacques. Et j'en ai aussi fait une traduction anglaise. Pourquoi? Parce que ce témoignage a joué un rôle très important. Je l'ai montré à Tim Govers, c'est un ami que je vois très souvent. Et on s'était vu à Paris le 12 janvier. On discutait des problèmes parce que c'est l'époque, c'était toutes les discussions, vous avez certainement des gens ici qui ont participé, sur le Research Works Act et aussi SOPA PIPA. Vous vous souvenez, il y a fin 2011, début 2012. Et là, Tim m'avait raconté qu'il y avait, je crois, un article dans le Guardian qui montrait que Elsevier avait financé 2 congressmen, un républicain, Issa, et une démocrate, Maloney, pour déposer le Research Work Act qui, en gros, je simplifie à l'extrême, donnait le contrôle de tout ce qui est publication en open access aux publishers. Donc on a dit ça, on n'en veut pas. Avec Tim, on discutait, non, ça ne va pas. Et je lui ai donné à ce moment-là l'avis au comité d'éthique et je lui ai montré le témoignage de Jacques. Et ça, Tim ne savait absolument pas. Et comme tout chercheur de base, on ne sait pas comment les publishers revendent nos articles aux bibliothécaires. Et surtout, ils emploient des méthodes qui sont des méthodes de marchand de tapis. C'est-à-dire, c'est du genre, ils font ce qu'on appelle le bundling. Vous ne pouvez pas acheter une revue comme ça. Ils vous fourguent les 2000 revues d'Elsevier. Et je ne rentre pas dans d'autres détails, c'est des contrats d'une complexité absolument incroyable. Et de facto, les gens qui négocient avec Elsevier, ils sont obligés de dépenser une énergie, un temps, des subtilités. C'est très très complexe. Et comme je vous l'ai déjà dit, à cause du fait que le droit d'auteur est possédé, mettons par Elsevier ou par Springer, par ses publishers, les négociations se font, ce n'est pas des marchés publics normaux, c'est une exception à la loi des marchés publics. Donc, ils ne sont pas mis en concurrence, on ne peut pas les mettre en concurrence, et le contrat est secret. Et le secret, c'est dans tous les pays du monde. Parce qu'il y a des bibliothécaires qui ont essayé de révéler les sommes, il y en a qui ont été poursuivis. Alors, Tim vient de mettre, il y a quelques jours, comme tu l'as très bien signalé, le 24 avril, Tim a mis sur son site, alors maintenant vous les avez dans Blogs, et il y a plein de blogs. C'est en particulier le blog de Tim, parce que ce que je vous raconterai après, là, son premier, le blog qui a déclenché tout. Mais là, il a mis le blog du 24 avril, je l'ai mis. Il me l'a envoyé, je l'ai mis le jour même. Donc, il y a la version où il y a les prix anglais et les prix américains. Mais d'après ce que j'ai regardé récemment, il a enlevé la partie prix américain, parce qu'il a dû avoir des menaces ou des trucs comme ça. D'accord. Donc, si vous allez là, vous avez la version avec les prix anglais et américains. Non, ils sont très très violents, les publishers. Faut pas. Bon, en plus, ils ont que ça à faire. Hein. Ils écrivent pas les articles, c'est nous. Alors, dans Blogs, vous trouvez le blog de Tim, où le 21 janvier 2012, il a mis sur son blog, qui est un très très bon blog de maths. Hein. Pour les matheux dans la salle, je vous conseille de lire son blog aussi pour les maths. Hein. Et dans son blog, il a dit, à partir de maintenant, je ne publierai plus, je ne serai plus référé et je ne serai plus éditeur dans les revues d'Elsevier. Et je conseille à d'autres d'en faire autant. Alors là, qu'est-ce qui a marché? Il y a 2 groupes qui ont rendu un service énorme. C'est les hackers. Les hackers, ils ont tout de suite envoyé ça à travers, je ne sais pas comment exactement, en tous les cas, ça a atterri aux États-Unis et quelqu'un, 2 jours après, avait fait un site web où chaque chercheur allait cocher « Je ne veux plus référer, je ne veux plus publier, je ne veux plus être éditeur ». Alors c'est le site The Cost of Knowledge. Bon, aux jeunes dans la salle, vous allez peut-être être choqués, mais moi, je ne vous conseille pas de le signer. C'est les gens de ma génération, les gens qui ont un poste permanent, qui peuvent dire zut à tout le monde. Et malheureusement, par les temps qui courent, on va être de moins en moins ces gens-là.
Vous allez pas avoir la même sécurité que nous, on a. Donc, c'est à ma génération de faire toute cette bataille. Et je vous conseille pas de vous engager trop là-dessus. Je vous conseille de vous engager sur mettre en place des nouveaux systèmes. Mais pas boycotter les systèmes existants parce que vous tirerez une balle dans le pied. Parce que vous avez d'autres coteurs. Vous allez mettre mal vos coteurs. Vous allez rentrer dans des discussions qui seront compliquées, vous voyez. Mais bon, quand vous avez votre poste permanent, là, vous y allez, mais pas avant. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai dit les hackers, mais il y a un autre groupe qui a été exceptionnel. Les journalistes anglais, ils étaient au courant de tout. Pourquoi? C'est une chose que j'expliquais aussi. Alors, si vous allez dans Avis éthique CNRS, c'est là qu'il y a le rapport pour le comité d'éthique. Bon, je vous conseille de le lire parce que j'explique vraiment le système de façon assez détaillée. Et je mets aussi toute la bibliographie qui m'a servi à écrire cet article. Et dans la bibliographie, vous voyez par exemple, il y a un rapport de Morgan Stanley 2002, c'est Laurette Tuckerman qui me l'avait signalé, qui est génial, ça vaut son pesant d'or, parce que les banques, on est en 2002, ils avaient découvert la poule aux œufs d'or. Ils expliquaient aux gens qui voulaient investir de l'argent que ce qui rapportait le plus d'argent, c'était d'investir dans la publication scientifique. Regardez, ils sont complètement idiots. Ils travaillent gratuitement, ils sont référés gratuitement, ils font tout le peer reviewing gratuitement, et puis quand l'article est accepté, ils donnent leur droit d'auteur. Alors, Laurette, elle a un très bel exemple, une très bonne image quand elle explique ça. Elle dit, c'est comme vous avez une maison, vous possédez votre maison, vous faites venir un peintre, il vous peint la maison, et puis en fait, vous êtes obligé de lui donner la maison pour qu'il part avec la maison, quoi. Vous voyez, c'est à peu près ça au point de vue commercial. Voilà. Donc, eh bien, les journalistes de la finance, ils savaient très très bien comment ça fonctionne. Seulement, ils ne le disaient pas. Mais dès qu'il y a eu le boycott, un des tout premiers, vous allez maintenant dans Newspaper, vous verrez un article des The Economist, c'est quand même la revue de droite, vraiment plutôt pour les gens de la finance, du 4 février. Le team a démarré le boycott le 21 janvier. Le 4 février, on devait en être à 2000 personnes qui avaient signé. Un superbe article dans The Economist qui s'appelle The Price of Information, où il finit l'article « Publisher needs scientists more than scientists needs publisher ». Il y a une autre phrase que je passe. Et la dernière phrase, c'est « Beware of the academic spring ». Donc, ils nous ont fait une pub pas possible. Et après, c'est la presse. Et la presse anglaise, le Guardian, après le New York Times, etc. Super pub. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des articles partout dans la presse qui disaient les chercheurs, ils sont opposés, ils sont très mécontents des éditeurs qui les exploitent. Ils sont très mécontents du Research Works Act parce qu'on avait mis ça comme priorité de choses à laquelle on était opposés. Eh bien, le 27 février, Elsevier a annoncé publiquement qu'il ne soutenait plus le Research Works Act. Tout simplement parce que les deux congressmen avaient passé un coup de téléphone en disant « C'est quoi ça, vous ne nous avez pas prévenu là ?» Je croyais que là, on découvre que les chercheurs, ils ne sont pas contents. Donc vous arrêtez, c'est pas bon pour notre... c'est pas bon politiquement, quoi. Bon, mais Elsevier est très fort. Donc on avait gagné quand même une toute petite bataille. Mais après, ils sont allés attaquer côté anglais. Donc les États-Unis, c'était plié. Là, ils ne pouvaient pas avoir le Research Works Act. Ils sont après allés attaquer du côté anglais au mois de mai. Tout ça, vous le trouvez sur le site web dans Déclaration.